Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, installation du comité d'audit interne du ministère chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale par le ministre Abdoulaye Bio-Tchane. C'était hier, les détails dans un instant. La quinzaine de la campagne de vaccination démarrée ce lundi par Eden TV et Diaspora FM se poursuit dans cette édition. C'est le premier ministre de la Cour impériale de Niki qui invite les populations béninoises à mieux se protéger en allant se faire vacciner contre la Covid-19. Et puis hors de nos frontières, démarrage en France ce jour du procès de 3 policiers soupçonnés d'usage abusif de la force envers les gilets jaunes. Voilà pour le sommaire. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres, le ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchane a procédé ce mercredi à l'installation du comité ministériel d'audit interne de son ministère, un comité né de la volonté du gouvernement béninois d'instaurer le contrôle permanent dans les structures de l'État. Laurent Tonéique, Jean-Baptiste Bocco pour le compte rendu. Mise en place conformément au décret numéro 2018-396 du 29 août 2018, le comité ministériel d'audit interne du ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale a été officiellement installé par le ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchane. Un comité de 5 membres présidé par Edouard Oussou. Ce comité est né des réformes du gouvernement béninois. Et c'est le but de la réforme, c'est la modernisation de la gestion publique à travers l'institution des bonnes pratiques de gouvernance et la lutte contre la corruption. Le levier de la réforme, c'est essentiellement la gestion des risques au niveau de tous les ministères. Le comité a pour tâche de faire approuver la charte d'audit interne du ministère, de présenter la cartographie des risques élaborée par les directions, approuvée par le comité ministériel du management des risques pour l'élaboration du plan d'audit annuel. Le ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchane précise ici quelques attributions de ce comité. Premièrement, définir la politique d'audit. Deuxièmement, nous assurer de la qualité du dispositif de contrôle interne qui est en place. Troisièmement, approuver le programme annuel des contrôles qui est donc soumis après au ministre pour approbation définitive. Veiller au suivi des actions décidées à l'issue de l'examen de ce programme et assurer donc faire l'assurance qualité de l'audit interne du ministère. Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale a par ailleurs rappelé aux membres du comité l'importance des contrôles. En tant qu'ancien banquier central, je peux vous dire que les contrôles sont importants. Les contrôles sont importants, les audits le sont encore plus, et la mise en œuvre et le suivi des résultats de ces contrôles et de ces audits sont encore plus importants. Et c'est pour ça que la systématisation de tout ce qui est là est cruciale pour ce qui est en train d'être mis en place. Sur les 5 membres qui composent ce comité, 2 personnes dont le président sont nommées par le président de la République et sont externes au ministère. Les directeurs des contrôles fiscaux venus de plusieurs pays de la sous-région sont en séminaire depuis hier à Cotonou, organisé par le cercle de réflexion et d'échange des dirigeants des administrations fiscales CREDAF. Le séminaire porte sur le thème « Le contrôle fiscal à l'ère du numérique, défis et opportunités ». Clémence Tonoucoin nous fait le point. Pendant 2 jours, les participants vont réfléchir aux défis auxquels sont confrontées les administrations fiscales dans l'exercice de leur mission de contrôle fiscal. Il s'agira également pour eux de mettre un accent sur le recours aux solutions fiscales. Le séminaire vise à permettre aux administrations fiscales d'optimiser l'atteinte des objectifs de mobilisation des ressources au profit de l'État. La fraude est à l'impôt ce que l'ombre est à l'homme.
Cette citation de l'ancien président français Georges Pompidou montre indéniablement que la fraude fiscale reste et demeure une réalité depuis très longtemps. C'est donc le lieu d'examiner non seulement les défis auxquels font face nos administrations fiscales, mais aussi les opportunités qui s'offrent à elles dans le cadre de la conduite de leur mission de contrôle fiscal. En outre, il nous faudra améliorer les performances du contrôle fiscal en privilégiant des partenariats et des solutions numériques. En procédant au lancement des travaux de ce séminaire, le directeur de cabinet du ministre de l'Économie et des Finances s'est dit convaincu que la diversité des participants est un atout pour l'atteinte des objectifs visés. La vertu de notre époque, qui est une période de risque accru d'évasion fiscale, c'est qu'elle nous offre aussi des opportunités de réflexion, des défis à relever et de nouvelles stratégies à expérimenter. Il va sans dire que le dynamisme et la qualité de tous les experts ici réunis que vous êtes sont nos meilleurs atouts pour réfléchir ensemble sur comment relever les défis contemporains de notre planète liés à la mobilisation des ressources fiscales pour le développement. Pour la secrétaire générale du Cercle de réflexion et d'échange des dirigeants des administrations fiscales CREDAF, le présent séminaire constitue une relance des activités du réseau des responsables du contrôle fiscal. Le Conseil des ministres s'est réuni hier en présence du chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon. Plusieurs décisions ont été prises, notamment les conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2021-2022 du soja. Suivez ici un extrait du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Onwedji. Nous avons la redéfinition du périmètre de développement de la zone touristique sur le littoral entre les communes de Cotonou et de Ouida. Dans le cadre de la réalisation du projet de développement touristique dans cette zone, il avait été procédé au déclassement du périmètre situé au nord de la route des pêches, allant du quartier Filleyon jusqu'à la hauteur de l'école internationale de théâtre du Bénin, afin de préserver les zones fortement agglomérées. Mais avec l'évolution des études qui visent le renforcement des équipements prévus dans le dit projet, il est apparu judicieux de réintégrer la portion comprise entre le carrefour dit Togbendaho et la dite école de théâtre. Une telle option permettra de valoriser l'ensemble de la zone et d'assurer l'adéquation avec les constructions environnantes. C'est pourquoi le présent décret intervient pour consacrer l'adaptation des nouvelles coordonnées géographiques à la configuration actualisée du périmètre du projet. En deux, les conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2021-2022 du soja. Avec une production en constante hausse, notre pays renforce de plus en plus sa position dans la filière soja. La présente campagne de commercialisation s'ouvrira le 25 novembre 2021 dans la commune de Djidja et s'achèvera le 30 juin 2022. Dans cette perspective, et tenant compte de l'évolution des prix sur le marché, ainsi que de la proposition des acteurs de la filière, le Conseil a décidé de fixer le prix plancher d'achat aux producteurs à 190 francs CFA le kilogramme. Le Conseil a adopté les décrets portant règles de coordination des procédures et des interventions des diverses autorités compétentes dans le cadre de la passation des conventions de délégation des services publics ou autres contrats relatifs aux activités réglementées en matière d'électricité, puis description du costume d'audience du magistrat dans les juridictions du fonds. Au titre des communications, nous avons la contractualisation pour la réalisation des travaux de construction du plateau technique de l'École des métiers du numérique au Bénin. Le dit plateau technique est notamment composé d'un espace intérieur regroupant un module de 3 ateliers pour les travaux pratiques, d'un appartement témoin, d'un espace extérieur permettant de reproduire l'architecture réseau actuellement déployée au Bénin et les évolutions à l'international, ainsi que d'une salle de stockage d'équipements sensibles.
Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération et l'ambassadeur du Japon près le Bénin ont signé l'échange de notes du projet de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable dans les départements du Koufo et du Plateau. Cet acte marque l'accord du Japon à octroyer au Bénin un montant d'environ 16 milliards de francs CFA pour la réalisation du projet. Clémence Tonokwan nous fait le point. Cet acte de signature de l'échange de notes entre le Bénin et le Japon marque l'accord du Japon à octroyer au Bénin un montant d'environ 16 milliards de francs CFA pour le projet de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable dans les départements du Koufo et du Plateau. La réalisation de ce projet va permettre aux populations de ces deux départements de disposer d'eau potable. L'accès à l'eau potable étant fondamental pour améliorer la santé de la population et pour le développement du pays. Il est à noter que ces dernières années, la demande en eau a augmenté en raison de la croissance de la population urbaine et la situation de l'approvisionnement en eau dans les zones urbaines des deux départements concernés s'est détériorée et nécessite donc une action urgente de sécurisation de l'accès en eau des populations. C'est pour permettre à ces populations de disposer d'eau potable, de prévenir les maladies d'origine hydrique et d'améliorer les conditions de vie que le gouvernement du Japon a décidé de financer le présent projet afin de développer de nouvelles sources d'eau et construire des conduits de distribution d'eau, de réservoirs d'eau et d'autres installations d'approvisionnement en eau. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, au nom du chef de l'État et de tout le peuple béninois, a témoigné sa gratitude à l'ambassadeur avant de lui promettre que le Bénin tiendra ses engagements dans la réalisation du projet. Je voudrais, Monsieur l'ambassadeur, au nom du gouvernement du Bénin, au nom du président de la République, vous dire toute l'appréciation des Béninoises et des Béninois pour ce geste que vous venez d'accomplir. Je voudrais vous dire que cette assistance que vous apportez à notre gouvernement pour la réalisation de tous les travaux qu'il faut pour que nous puissions disposer d'eau potable dans les départements du Koufo et du Plateau est fortement apprécié. Je puis vous assurer que notre gouvernement tiendra tous ses engagements, peut-être avant même que le délai imparti ne soit expiré, parce que fournir de l'eau à nos populations reste parmi la priorité des priorités chez nous. À travers ce financement, le Japon contribue ainsi à la poursuite de la réalisation de l'ambition du Bénin de fournir de l'eau potable aux populations partout au Bénin. Et pour boucler la page nation de cette édition, dans le cadre de la quinzaine de la campagne de vaccination contre la Covid-19 lancée depuis ce lundi par le groupe de presse Identivier Diaspora FM, le Premier ministre de la Cour impériale de Niki s'est livré à l'exercice qui consiste à exhorter tous les Béninois à se faire vacciner contre ce mal qui décime le monde entier. On l'écoute au micro d'Identivier. Nous souhaitons, partout où il y a un rassemblement, que les gestes barrières soient respectés. Nous sommes en temps de coronavirus, ce n'est pas bon. Ça tue beaucoup et tout le monde le constate. Raison pour laquelle on a souhaité, partout où il y a des rencontres, que ces gestes barrières soient respectés. La vaccination, c'est aussi gratuit, que chacun essaie de se protéger pour éviter la propagation de ce mal. Actualité en dehors du Bénin, en France, c'est aujourd'hui que s'ouvre le procès de 3 policiers soupçonnés d'usage abusif de la force envers les Gilets jaunes, et ce au lendemain du 3e anniversaire de la naissance du mouvement. La précision, c'est avec nos confrères de RT France.
Plusieurs audiences ce jeudi au tribunal judiciaire de Paris. La première, celle de 2 policiers qui vont être jugés pour des tirs de LBD qui ont blessé un gilet jaune lors d'une manifestation en février 2019 à Paris. La seconde concerne l'affaire d'un policier accusé d'avoir asséné un coup de matraque dans le dos d'une manifestante. Les faits se sont déroulés à Paris lors de la manifestation de gilets jaunes du 20 avril 2019. Sur une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, on voit précisément le déroulé des faits. Un policier mène une charge contre un groupe de manifestants et donne un coup de matraque dans le dos d'une femme alors en train de marcher tranquillement. Elle tombe à terre et perd immédiatement connaissance. Sur la vidéo, les policiers l'enjambent pour l'éviter avant que des manifestants lui portent secours. Cette femme, c'est une Amiénoise de 41 ans qui n'a pas pu travailler pendant plusieurs jours après les faits. Aujourd'hui, elle réclame justice pour que ce type de comportement policier ne soit plus reproduit à l'avenir. En ce qui concerne les Gilets jaunes, ils célèbrent cette semaine le 3e anniversaire de leur mouvement. Depuis 2018, les revendications sont les mêmes. Plus de pouvoir d'achat, baisse du prix du carburant et de l'énergie et mise en place du RIC, du référendum d'initiative citoyenne, entre autres. Ils appellent à de larges manifestations partout en France ce samedi dans l'espoir de donner un coup de boost à leur mouvement. À 5 mois de l'élection présidentielle, ils espèrent en effet peser dans la campagne électorale et que leurs revendications soient reprises par les candidats à la magistrature suprême. Empêtré depuis 2 semaines dans un scandale qui a conduit à des accusations de corruption contre son camp, Boris Johnson s'est exprimé hier devant le Parlement. Le Premier ministre est intervenu en faveur d'un élu conservateur. Reportage. C'est avec le visage fermé que le Premier ministre britannique s'est présenté devant une commission des plus tenaces. Devant les chefs des principales commissions parlementaires, Boris Johnson a dû s'excuser de favoritisme. Je l'ai déjà dit avant. C'était une erreur il y a 2 semaines de faire l'amalgame entre le cas très triste et difficile d'un collègue particulier qui n'a pas respecté le processus du commissaire aux normes et le besoin de réforme et d'amélioration du système. Un énième mea culpa de la part du chef du gouvernement conservateur dans l'œil du cyclone de ses détracteurs. Au début du mois de novembre, le Premier ministre britannique était intervenu pour soutenir Owen Paterson, un député conservateur, et lui éviter des sanctions. Celui-ci, mis en cause pour lobbyisme, a été en effet épinglé par une enquête parlementaire pour avoir fait pression auprès de ministres britanniques afin de leur vendre les mérites de 2 entreprises pour lesquelles il travaillait comme consultant. Order. L'opposition britannique s'est alors très vite emparée de l'affaire. Il a fait la seule chose qui lui était interdite, faire du lobbying auprès des ministres à maintes reprises d'une manière qui confère un avantage direct à ses clients payants. C'est expressément interdit. C'est une pratique corrompue. Ce ne sont pas des excuses. Tous les autres se sont excusés pour le Premier ministre. Mais il ne s'excusera pas pour lui-même. Un lâche, pas un leader. Face aux critiques, Boris Johnson et plusieurs de ses alliés ont pourtant proposé un projet de loi pour permettre aux parlementaires accusés de mieux se défendre. Le Premier ministre a confessé implicitement avoir été touché par le fait qu'Owen Paterson avait perdu sa femme l'an dernier. Un projet de loi décrié par la presse et très vite abandonné par le camp Johnson. Ce mercredi, le Premier ministre, sur la défensive, a même agacé le président de la Chambre des communes. Qui a payé ces 25 000 livres? Ce sont les questions du Premier ministre. Ce n'est pas à l'opposition de répondre à vos questions. Asseyez-vous. Vous êtes peut-être le Premier ministre de ce pays, mais c'est moi qui suis en charge de cette Assemblée. En chute dans les sondages, Boris Johnson a rappelé alors son désir sur Twitter d'encadrer davantage le 2e emploi des députés. Depuis plus de 2 ans, le Premier ministre est attaqué pour plusieurs problèmes de corruption au sein de son parti, pour le financement de vacances de Noël dans les Caraïbes ou encore pour la rénovation onéreuse de son légendaire appartement de fonction. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. À demain.